Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois la mort imminente. Professeur Steven Lorez, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes neurologue au CHU de Liège, professeur à l'Université de Liège, directeur de recherche au FNRS et vous avez également obtenu le prix Francky. Alors, vous ne venez jamais seul et vous êtes venu cette fois-ci avec un cerveau puisque c'est l'organe du corps qui vous passionne le plus en tant que neurologue. Oui, je pense aussi que c'est l'organe où il y a le plus de mystère. On a beaucoup d'ignorance quand on va parler de cet univers intérieur, de comprendre comment la matière, je tiens ici un vrai cerveau plastiné, devient pensée, perception, émotion. Et donc, avec les nouvelles technologies, on peut améliorer notre connaissance et c'est ce qu'on essaye de faire avec l'équipe à Liège pour mieux aider des personnes avec des blessures très graves de ce cerveau et qui sont dans le coma ou état apparenté. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on parle souvent de la conscience, est-ce qu'aujourd'hui on peut quelque part localiser cette conscience dans notre cerveau ? Alors oui et non, je pense que là, il ne faut pas être trop arrogant. Je pense que personne ne peut expliquer la conscience. Mais c'est vrai que les différentes machines, les scanners, les mesures de l'activité électrique nous ont permis, et je pense que c'est une des contributions de notre labo, qu'il y a un réseau de la conscience. Il y en a même deux. Un, ici, à l'extérieur, qui est important pour ce que j'appelle la conscience du monde extérieur. C'est tout ce qui passe par nos sens, ce que vous entendez, ce que vous voyez en ce moment même. Et puis, il y a un deuxième réseau à l'intérieur, important pour notre conscience du monde intérieur. Cette petite voix qui vous parle à cet instant même, ce qui nous permet d'avoir cette imagerie mentale, ces rêveries. Là, à nouveau, c'est l'interaction, parce que c'est très dynamique, de ces différents réseaux qui semblent être critiques. La force de notre cerveau, où il y a des cellules, ces cellules, ils sont très, très connectées. Et c'est ces milliers de milliards d'interactions, de synapses, qui, mais personne ne comprend comment on pense, nous donne cette conscience. Et on essaye à nouveau d'utiliser cette connaissance, c'est ce qu'on appelle la recherche translationnelle. On traduit cela vers la prise en charge de nos patients, de nos hôpitaux. Mais par exemple, quelqu'un qui médite, quelqu'un qui prie, etc., est-ce que vous allez pouvoir voir quelque chose qui se vit au niveau du cerveau également? Tout à fait. Donc d'ailleurs, on a pu étudier le moine bouddhiste Mathieu Ricard, ce qui était extraordinaire pour nous, parce qu'on a ce dialogue, parfois difficile, parce que quand il me parle de ces états modifiés de conscience, j'ai parfois difficile à le suivre. C'est toute la difficulté de la conscience, elle est personnelle, première personne. Et alors, il peut se mettre dans ces différents états, dans nos machines, à Liège, on l'a fait, et puis voir si justement l'activité de ces différents réseaux, de l'attention, des émotions, de la conscience vont changer. Et d'ailleurs, on l'a fait chez lui et chez beaucoup d'autres. C'est des projets de recherche qui sont en cours. Alors, certaines personnes vont à un moment donné vivre une expérience qu'on appelle l'expérience de mort imminente. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à ça? Alors, je pense qu'on a maintenant ces machines, on voit le respirateur artificiel qui a vraiment été une révolution, qui a permis de remplacer beaucoup de fonctions. On peut remplacer le fonctionnement de chaque organe, sauf le cerveau. Et il y a des personnes, en effet, qui vont survivre leur coma et qui nous racontent après ce qu'ils ont vécu. Cette sensation de bien-être, qu'ils ont quitté leur corps, qu'ils ont vu cette lumière. D'ailleurs, si je peux faire un appel à témoins, parce qu'on en a maintenant plus de 1500, mais on a besoin encore de plus pour vraiment essayer de mieux comprendre ce phénomène extraordinaire qui est l'expérience de mort imminente. Eh bien, actuellement, l'adresse est sur l'écran, donc pour vos témoins pour cette expérience de mort imminente. Alors, est-ce que cette expérience de mort imminente, elle est universelle ou bien elle est quelque part liée à nos propres croyances? Alors, on voit des différences. Par exemple, cette lumière sera plus interprétée ici comme un sort de tunnel. Mes collègues en Inde, avec qui on collabore, vont plus parler d'une rivière. Dans le monde musulman, ce sera plus une porte. Mais pour le moment, ça reste anecdotique. On a vraiment besoin de beaucoup plus de recherche. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de films, de documentaires, mais très, très peu de recherche. Et donc, c'est pour ça, cet appel à témoins et aussi tous les projets qu'on a avec
aussi des mesures, c'est difficile, mais on a ces engins-là qui vont permettre de mesurer, je vais vous le montrer, ce qui se passe dans ce cerveau. Certains vont dire, ce n'est pas dans le cerveau qu'il faut regarder, il faut évidemment, là, pas une vision trop dogmatique, je pense qu'il faut laisser toutes les portes ouvertes, mais on va par tous les moyens possibles et imaginaires essayer de mieux comprendre le cerveau dans des états parfois très précaires. Hein. Quand on parle d'expérience de mort imminente, c'est des personnes qui ont un arrêt cardiaque, un traumatisme très sévère, des hémorragies. Et donc, c'est pour nous fascinant de pouvoir mieux, tout d'abord, écouter ces personnes et aussi essayer de mieux comprendre, de confronter nos croyances avec des observations. Et ces personnes, justement, qui font cette expérience-là, est-ce qu'elles ont un rapport qui va se transformer vis-à-vis de la mort? Est-ce qu'il y a encore une crainte de la mort ou bien finalement c'est plus paisible ou bien ça varie Alors la grande majorité vont parler d'une expérience très positive qui va en effet changer leur vision de la vie, de la mort. Mais même si on a maintenant beaucoup de témoignages, je pense vraiment, parce que chaque cas est différent, il faut plus de laboratoires aussi et beaucoup plus de témoignages pour essayer de répondre à votre question. Pour moi, c'est très frustrant parce que j'en ai jamais eu. Donc tout d'abord, il faut que je reste pas d'arrogance scientifique là, j'écoute et j'essaye d'avancer dans ce domaine très très difficile parce que la mort reste quand même une frontière très difficile pour la science à expliquer, à comprendre. Alors, cette mort, justement, vous avez amené un petit morceau de chocolat. Ce morceau de chocolat fait 21 grammes précisément. Quel est le lien entre notre cerveau et ce morceau de chocolat? Alors, en effet, 21 grammes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette fameuse expérience il y a plus de 100 ans en Amérique où un médecin disait si l'âme existe, ça doit avoir un poids et quand on décède, on va perdre du poids. Il a pris des personnes qui étaient mourantes sur une énorme balance et il a observé qu'ils perdaient 21 grammes. Donc le chocolat, il fait 21 grammes. L'expérience n'a pas été reproduite par d'autres, mais je pense que c'est intéressant et j'aime bien cette approche où on va tester nos hypothèses, nos croyances. Évidemment, maintenant, on a toutes ces autres machines pour essayer d'avancer dans ce domaine, mais pour le moment, personne ne peut dire qu'il a tout compris sur ces fameuses expériences. Mais il y a l'expérience de mort imminente et puis aussi l'expérience de la mort cérébrale grâce à ces machines. Est-ce que l'on est certain que quelqu'un qui est en mort cérébrale ne va pas revenir, ne fait pas une expérience de mort imminente? Oui, ces personnes qui ont eu des expériences de mort imminente n'étaient pas mortes, n'étaient pas en mort cérébrale, ça c'est très important. On connaît ces critères depuis les années 50, depuis qu'on a cette fameuse machine qui a été d'ailleurs une révolution et le début de ce qu'on appelle maintenant les soins intensifs. Aussi toute la discussion sur l'acharnement thérapeutique, c'est très important et j'invite chacun à réfléchir. Quand c'est moi qui est dans ce lit, qu'est-ce que je veux ? Je les invite à aller à la maison communale, de dire je suis ou pas donneur d'organes, je ne veux pas d'acharnement, identifier une personne de confiance. Mais pour la mort cérébrale, là, je peux vous rassurer, jamais un seul patient avec les critères cliniques a récupéré conscience. Donc là, c'est une autre histoire. Ce qui veut donc dire quelque part que c'est important de le savoir, c'est rassurant si l'on veut être donneur parce que l'on peut donner plusieurs fonctions vitales. Tout à fait, on peut sauver cette vie. Donc là, je pense qu'on peut dire qu'on a la preuve scientifique d'une vie après la mort, c'est le don d'organes pour le moment. Professeur Steven Lorès, merci beaucoup. Je rappelle que si on veut poursuivre la réflexion quant à notre cerveau, vous avez écrit un livre paru aux éditions Odile Jacob qui s'intitule « Un si brillant cerveau, les états limites de conscience ». Merci à vous. Et je rappelle que si vous-même vous avez fait une expérience de mort imminente, eh bien, n'hésitez pas à contacter l'équipe du professeur Steven Lorès à l'adresse coma@ulg.ac.be. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. Il me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.